Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur la 7. Au sommaire de cette édition, le nord du pays est en proie à une vague de criminalité. Depuis le début de l'année, Soutouboua est le théâtre de plusieurs crimes, entraînant de vives réactions des populations locales et des organisations de défense des droits humains. Néanmoins, pour l'heure, aucune information officielle ne situe sur les réels événements. Les sociétés multilingues et multiculturelles tirent leur richesse de leur langue. Cette diversité est en danger avec deux langues autochtones ou encore maternelles qui disparaissent en moyenne chaque mois selon les Nations Unies, emportant avec elles tout un patrimoine culturel et intellectuel. Au-delà de nos frontières, plusieurs candidats à l'élection présidentielle sénégalaise demandent que le scrutin ait lieu avant le 2 avril, date butoir du mandat de Macky Sall. Ils insistent également sur le fait que la liste des candidats approuvés ne doit pas être modifiée. Et puis la crise humanitaire en République démocratique du Congo suscite de vives inquiétudes avec un appel urgent de l'ONU à la communauté internationale. Selon le coordonnateur résident à la MONUSCO, cette crise est exceptionnellement grave et complexe à cause de sa longue durée, sa persistance et le manque d'attention qui lui est accordé au niveau mondial. Voici donc tout pour les titres, place au développement. Les exportations minières du Togo, notamment vers l'Inde, le Burkina Faso et le Mali, ainsi que les importations en provenance de la Chine et de l'UEMOA, sont des moteurs essentiels de la croissance économique du pays. Ces partenariats internationaux diversifiés favorisent une prospérité soutenue dans l'économie togolaise. Les exportations minières du Togo sont un aspect clé de l'économie du pays et les clients internationaux jouent un rôle essentiel dans ce secteur. Les minéraux tels que le phosphate, les huiles de pétrole ou les minéraux bitumineux sont parmi les principaux produits exportés par le Togo. En effet, au 4e trimestre de 2023, le premier client du Togo était l'Inde avec une part d'exportation trimestrielle de 31,3%, soit 80 157 milliards de francs CFA. Le second client du Togo est le Burkina Faso avec une part d'exportation de 21,628 milliards de francs CFA. Notons également le troisième partenaire du Togo en matière d'exportation, qui est le Mali, avec une quantité de 37 476,3 tonnes, avec une valeur de 19,87 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la présence de la France, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, du Niger et du Sénégal est notée avec un pourcentage qui varie entre 6,9 et 2,6%. Aussi, au niveau de l'importation, il est noté une part du Togo sur les importations de la Chine de 20,6% avec une valeur de 92,450 milliards de francs CFA pour 139 855,3 tonnes. Les importations venues des pays de l'UEMOA s'élèvent à 28 659,3 millions de francs CFA contre 87 714,1 millions de francs CFA à l'exportation. L'un des objectifs que s'est fixé le port autonome de Lomé est de positionner le Togo en tant que hub logistique de premier ordre en Afrique de l'Ouest. Le but visé est de stimuler de manière significative les flux d'activités économiques. Plus de détails avec Félicité Chapla. Le port autonome de Lomé connaît une augmentation de ses activités justifiée par plusieurs facteurs, notamment l'expansion économique, les investissements dans les infrastructures portuaires, les politiques commerciales et les avancées technologiques dans la logistique maritime. En effet, en 2023, l'importation des tonnes de produits a connu une augmentation de 10,45% contre 37,72% dans l'export. Grâce à tous ces trafics, le port autonome de Lomé a eu à réaliser un bon chiffre d'affaires en la même année. En outre, les avancées technologiques dans la logistique maritime telles que le suivi en temps réel des cargaisons et l'optimisation des itinéraires favorisent sa croissance. De plus, les investissements dans les infrastructures portuaires jouent un rôle crucial.
Des quais modernisés, des équipements de manutention efficaces et des entrepôts bien équipés attirent davantage de navires et de marchandises. Les politiques commerciales et les accords internationaux influencent également les activités portuaires. Des politiques favorables au commerce international et des accords de libre-échange stimulent le volume des échanges commerciaux et donc l'activité portuaire. En résumé, l'augmentation des activités au port autonome de Lomé peut être attribuée à l'expansion économique, aux investissements dans les infrastructures portuaires, aux politiques commerciales favorables et aux avancées technologiques dans la logistique maritime. Simple crime ou crime rituel dans le nord du pays. Difficile de le dire, la population de Sotoboua vit depuis janvier une période difficile marquée par des crimes. Les populations autochtones et les organisations de défense des droits humains sont montées au créneau. Cependant, aucune information officielle ne situe encore sur les événements. La population de Sotoboua, ville située dans le nord du pays, vit depuis janvier 2024 une série de meurtres. Selon les témoignages, ces meurtres ont une caractéristique identique. Les parties génitales des victimes sont emportées. En l'espace de moins de 2 mois, Sotoboua a déjà connu 7 victimes, dont 6 femmes et 1 homme. Ce que déplore la population, c'est l'inaction des premiers responsables de la ville. Indignée, la population a décidé de se faire entendre par voie d'une manifestation qui n'a finalement pas reçu l'accord des autorités locales. Selon la population et certaines organisations, les soupçons sont de plus en plus focalisés sur des crimes rituels du moment où les parties intimes sont emportées par les bourreaux. Le 19 février dernier, les organisations de la société civile avaient interpellé le chef de l'État dans une lettre ouverte. Ces organisations accusent aussi les autorités d'être inactives face à cette situation. Convaincus que les autorités étatiques disposent des outils et moyens adéquats pour appréhender les auteurs et complices de ces faits criminels, les organisations de la société civile invitent le pouvoir public à prendre toutes ses responsabilités afin de faire cesser ces crimes. Par ailleurs, elles demandent de faire libérer toutes les personnes arrêtées au cours de la manifestation spontanée du samedi 17 février, manifestation spontanée suite à l'indignation du peuple vis-à-vis des meurtres. Pour l'heure, aucune information officielle ne fait état de ces événements. Les sociétés multilingues et multiculturelles prospèrent grâce à la préservation de leur langue. Malheureusement, la diversité linguistique est de plus en plus menacée de disparition. Selon les Nations Unies, 2 langues autochtones disparaissent en moyenne chaque mois et 400 au moins sont menacées d'extinction. Plus de détails avec Bernard Candy. Au moins 400 langues autochtones à travers le monde sont menacées d'extinction et 2 en moyenne disparaissent chaque mois faute de locuteurs, d'enseignement, de littérature, de relève ou de volonté politique. Ceci est un constat de l'Organisation des Nations Unies. Il faut souligner que l'éducation nationale continue de jouer un rôle plus ou moins important dans la disparition de certaines langues maternelles, étant donné que les enfants sont obligés d'apprendre la langue officielle d'un pays au détriment des autres. En effet, une langue maternelle est le reflet d'une culture et joue un rôle primordial dans la préservation de la diversité culturelle mondiale. Face à la situation, la question de la prise en compte des langues maternelles dans l'éducation doit constituer un vecteur d'inclusion. Utiliser la langue que connaît l'enfant devra contribuer à une véritable transformation de l'éducation et à un accès à des opportunités d'apprentissage de qualité. Aussi, c'est de lui permettre une meilleure participation en classe et de prendre surtout du plaisir à apprendre et à améliorer son niveau scolaire. Rappelons qu'aujourd'hui, l'on estime à environ 7000 le nombre de langues dans le monde. De ce nombre, 43% sont menacés de disparition et l'on prédit qu'entre 50% et 90% des langues actuelles disparaîtront d'ici 100 ans. À l'international, 15 des 20 candidats en lice pour l'élection présidentielle au Sénégal ont réclamé que les élections soient tenues avant le 2 avril, date à laquelle le mandat du président sortant Macky Sall expire. Il souligne également l'importance de maintenir la liste des candidats approuvés intacte. Plus de détails dans ce reportage.
Les candidats à l'élection présidentielle sénégalaise réclament un scrutin dans les 6 semaines. 15 des 20 prétendants à la fonction de président du Sénégal ont appelé à ce que le nouveau vote soit tenu au plus tard avant le 2 avril, date à laquelle le président sortant Macky Sall doit terminer son mandat. Les 15 candidats insistent également sur le fait que la liste des candidats approuvés ne doit pas être modifiée. Le document a été signé par certains des principaux candidats, dont Bassirou Diomaye Faye, détenu pour incitation à la violence, et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui n'a aucun lien de parenté avec le président. Le chef de l'État souhaitait reporter les élections de plusieurs mois afin de résoudre les différends relatifs à l'éligibilité des autres candidats. La plus haute juridiction du pays a qualifié ce report d'inconstitutionnel, à la suite de quoi le président Macky Sall a déclaré que ce scrutin se tiendrait dès que possible. Samedi à Dakar, la capitale, des manifestations avaient encore lieu dans les rues de la ville pour faire pression sur l'organisation du scrutin présidentiel pour qu'il ait lieu le plus rapidement possible. La République démocratique du Congo est confrontée à une crise humanitaire alarmante selon l'ONU en raison des affrontements violents, des inondations dévastatrices et des violences basées sur le genre. Bruno Lemarquis, coordonnateur résident à la MINUSCO, appelle à une réponse urgente et soutenue de la communauté internationale pour atténuer les souffrances et répondre aux besoins pressants des populations affectées. Les Nations Unies sonnent l'alarme sur la gravité de la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Selon les déclarations faites ce mardi par le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU, la crise en RDC est non seulement l'une des plus graves, mais aussi l'une des plus complexes et négligées au monde. Comme vous le savez, la crise en RDC est l'une des plus graves, prolongée, persistante et négligée au monde. L'insécurité croissante dans l'est de la RDC, en particulier dans le nord Kivu, est profondément préoccupante. Et les violents affrontements entre le M23 et les FARDC, les forces armées congolaises, se sont intensifiés, entraînant de graves conséquences humanitaires et des déplacements massifs. Par ailleurs, Bruno Lemarquis a également mis en évidence les répercussions catastrophiques des inondations actuelles qui frappent la RDC, aggravant ainsi une situation déjà précaire pour les déplacés. Le pays est actuellement touché par des inondations très graves qui affectent 2 millions de personnes et de nombreuses provinces à travers le pays, le fleuve Congo étant à son plus haut niveau depuis 1961. Alors que la RDC nécessite une intervention urgente, l'ONU redoute que l'attention internationale accordée au conflit israélo-palestinien et à la guerre en Ukraine laisse les populations congolaises sans l'aide nécessaire. L'Afrique du Sud a soutenu devant la Cour internationale de justice que l'occupation par Israël des terres palestiniennes est illégale et constitue un apartheid, tandis qu'Israël rejette ces allégations. Les audiences qui dureront 6 jours permettront à 51 pays et 3 organisations internationales de s'exprimer sur le sujet. D'autres précisions dans ce qui suit. L'Afrique du Sud a soutenu qu'Israël est responsable de l'apartheid à l'encontre des Palestiniens. Mardi, devant la plus haute juridiction des Nations Unies, l'ambassadeur d'Afrique du Sud, Vusimuzi Madonsela, a déclaré que l'occupation par Israël des terres recherchées pour la création d'un État palestinien est intrinsèquement et fondamentalement illégale au regard du droit international. En tant que Sud-Africains, nous sentons, voyons, entendons et ressentons que les politiques et pratiques inhumaines et discriminatoires du régime israélien sont une forme encore plus extrême de l'apartheid qui a été institutionnalisée à l'encontre des Noirs dans mon pays. Par coïncidence, depuis 1948 et jusqu'en 1994. Les représentants sud-africains s'exprimaient au 2e jour des audiences de la Cour internationale de justice concernant une demande d'avis consultatif non contraignant de l'Assemblée générale sur la légalité de la politique d'Israël dans les territoires occupés.
Cette provocation d'Israël a déjà conduit au meurtre de dizaines de milliers de Palestiniens, dont environ 30 000 au cours des seuls 4 derniers mois. Par conséquent, nous devons nous demander quand l'impunité dont jouit Israël depuis des décennies pour les violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et les violations des normes impératives du droit international prendra fin, si ce n'est pas maintenant. Il faudra probablement attendre des années avant qu'une décision finale soit rendue dans cette affaire, mais la Cour a émis une ordonnance préliminaire enjoignant à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la mort et la destruction. L'exposition Le Temple est toujours maintenant à la National Portrait Gallery de Londres met en valeur les artistes noirs et leurs œuvres. Le conservateur Eko Eshun a sélectionné 55 œuvres pour cette exposition qui vise à redéfinir la représentation des personnes noires dans l'art, traditionnellement dominé par les artistes occidentaux. Amy Sherald, une artiste dont le portrait de Michelle Obama l'a propulsée au statut de célébrité incontournable, voit désormais ses œuvres exposées au Royaume-Uni. À la National Portrait Gallery de Londres, son travail est présenté avec celui d'une vingtaine d'artistes noirs, sélectionnés par le conservateur Eko Eshun pour l'exposition « Le temps est toujours maintenant ». Nous sommes actuellement dans une période où les artistes noirs travaillent à un niveau d'extraordinaire efficacité. Ils sont célébrés et reconnus internationalement de façon inédite. Alors cette exposition vise en partie à marquer ce moment, mais aussi à regarder au-delà de cela. Il s'agit de lire à travers les yeux des artistes et des œuvres dans leur travail. C'est également une invitation à l'interrogation pour découvrir ce à quoi ressemble l'expérience d'une personne noire, son identité et son existence, ainsi que sa présence. Et c'est à ça que ça ressemble. Historiquement, la représentation des Noirs à l'échelle mondiale a été dictée par des artistes blancs, mais des œuvres récentes remettent en question cette perspective. Pour Eko Eshun, cela souligne l'importance d'une réévaluation. Ce recadrage, je pense qu'il est nécessaire, car à travers l'étendue de l'histoire de l'art occidental, nous pouvons remonter siècle après siècle. La plupart des représentations de personnes noires ont été faites par des artistes européens, occidentaux et blancs. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose ou une bonne chose, mais cela exclut le rôle des artistes noirs et des personnes noires en tant que figure centrale dans ces œuvres. Nous avons commencé à avoir un changement au XXe siècle. Aujourd'hui, ces œuvres, cette exposition concerne les artistes du XXIe siècle. En mêlant subtilement l'histoire au présent, l'exposition présente des portraits de 2 héroïnes noires du XVIIIe et XIXe siècle, offrant ainsi un nouveau regard sur les événements historiques. C'est donc sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.